Le lundi, les marchés européens avaient rebondi sur l'espoir d'un accord de paix entre Washington et Téhéran. Le mardi matin, cet espoir a disparu en quelques heures, et la mécanique de la reprise s'est inversée aussi vite qu'elle s'était enclenchée. Dans la nuit du 26 mai, les forces américaines ont frappé des sites de missiles iraniens et des embarcations dans le détroit d'Ormuz. Le CENTCOM a qualifié l'opération de légitime défense après que des bateaux iraniens auraient tenté de poser des mines. L'Iran a répondu en abattant un drone américain et en affirmant qu'un avion de combat avait pénétré son espace aérien. À Doha, les négociateurs continuaient de chercher un accord de 60 jours sur Ormuz et le nucléaire. Mais Trump a ajouté une nouvelle condition, que l'Arabie saoudite, le Pakistan et d'autres États signent simultanément les accords d'Abraham. Riyad a immédiatement rappelé que toute normalisation avec Israël restait conditionnée à la création d'un État palestinien. Le résultat sur les marchés a été net. Le Brent est remonté à $100 le baril, effaçant la quasi-totalité du repli des 2 jours précédents. Le CAC 40 a cédé 1% en séance, plombé par les poids lourds pétroliers et les valeurs industrielles sensibles au coût d'énergie. Les acheteurs institutionnels, qui avaient renforcé leur position en début de semaine sur le scénario d'un accord rapide, se sont retrouvés vendeurs nets en fin de journée. La rotation visible dans les volumes sur les contrats termes CAC indique un retrait de position longue sur indice plutôt qu'un positionnement baissier actif. Ce qui reste irrésolu n'est pas le niveau du pétrole, mais la durée. 3 mois après le début du conflit, les négociateurs n'ont toujours pas tranché la question de l'enrichissement de l'uranium, ni celle des avoirs iraniens gelés. Chaque rebond de paix qui s'effondre redéfinit le plancher de risque que les gestionnaires doivent intégrer. Et cette journée suggère que ce plancher est encore mobile. L'érosion de valeur que le pétrole a infligée aux indices européens ce mardi est mesurable et réversible. Celle qu'a subie Ferrari, RASE, est d'une nature différente, et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être examinée séparément. Ferrari a présenté lundi soir la Luce, son premier modèle 100% électrique. 5 places, plus de 1000 chevaux, un prix annoncé à 550 000 € et un design signé par Johnny Ive et Mark Newson, ancien designer d'Apple. Le lendemain matin, l'action perdait jusqu'à 8% avant de clôturer en baisse de 6%, soit une destruction de capitalisation d'environ 4,3 milliards de dollars en une seule séance. La réaction du marché n'est pas une réaction au prix ni à la puissance. Ferrari a déjà vendu des voitures à 500 000 €. Ce que le marché a sanctionné, c'est une rupture de cohérence. La marque Ferrari repose sur une équation précise. Rareté artificielle, filiation avec la course, esthétique italienne reconnaissable. La Luce rompt les 3 termes. Elle a 5 places, ce qui contredit la logique de rareté et d'exclusivité ultime. Son design est attribué à des architectes du monde tech, pas à des stylistes de Maranello. Luca Di Montezemolo, ancien président du groupe, a déclaré publiquement « Nous risquons de détruire une légende. Au moins, il devrait retirer le cheval cabré ». Des mots aussi tranchants, venant de l'intérieur, ont amplifié la pression vendeuse sur les actions déjà positionnées sur la prime de marque. Les acheteurs institutionnels, qui détenaient Ferrari comme substitut au luxe accessible, avaient intégré dans leur valorisation une hypothèse implicite, que la transition électrique de Ferrari serait gérée avec la même discipline de l'offre que ses modèles thermiques. La Luce a révélé que cette hypothèse est contestée en interne, et c'est cette révision de thèse, pas le niveau du pétrole, qui explique pourquoi Ferrari a sous-performé la totalité du secteur luxe ce mardi. Ce que la séance ne règle pas, c'est la question de la demande réelle. La Luce ne sera livrée qu'après 2026. Aucun carnet de commandes n'a été publié. Si les précommandes dépassent les attentes, le marché devra reconstruire sa prime, mais cette reconstruction prendra du temps, et elle partira d'un niveau de confiance plus bas. Ferrari a perdu sa prime de marque en une journée. BP a perdu sa prime de gouvernance en une matinée, et ce n'est pas la première fois. Le conseil d'administration de BP a annoncé mardi le limogeage immédiat d'Albert Manifold, nommé président du conseil il y a moins d'1 an, pour graves préoccupations liées à ses standards de conduite, à ses comportements envers les collaborateurs et à ses manquements à la gouvernance. Selon Sky News, plusieurs plaintes formelles avaient été déposées par des employés qui se disaient rabaissés après des échanges avec lui. Le conseil a statué à l'unanimité. Ian Tyler, président du comité de rémunération, a été nommé président par intérim. L'action BP a plongé de 9% à l'annonce avant de limiter sa perte à 4,6% en clôture. Ce qui est notable n'est pas le chiffre, mais la structure de la vente. En 3 ans, BP a connu 3 présidents du conseil et 5 PDG. Chaque départ a produit le même schéma, une vente rapide sur les fonds institutionnels suivie d'une tentative de stabilisation par les fonds indiciels, contraints de maintenir leur pondération. Ce schéma, répété 3 fois, signifie que le marché ne tarife plus chaque départ comme un événement isolé. Il commence à intégrer une prime de gouvernance négative structurelle dans le coût du capital de BP. La PDG Meg O'Neill, en poste depuis avril seulement, reste en place, ce qui a partiellement limité la chute, les investisseurs interprétant sa stabilité comme une continuité opérationnelle. Mais la question que cette journée laisse ouverte est précisément celle-là.
Peut-on séparer la gouvernance du conseil de la crédibilité de la direction exécutive quand les deux ont changé dans la même fenêtre de 12 mois? Le signal de surveillance pour les prochaines semaines est le prochain rapport trimestriel de BP et la communication d'O'Neill sur le plan stratégique. Si la direction exécutive réaffirme le cadre opérationnel sans que le conseil soit stabilisé, les investisseurs institutionnels devront décider si la prime de gouvernance négative se comprime ou se creuse, et cette décision ne se réglera pas sur les données de production, mais sur la composition du prochain conseil. Chaque jour après la clé close, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.